Eh ben, bonjour tout le monde. Salut Arnaud Ben, bonjour Alex. et salut Amélie. Merci Amélie encore pour l'organisation. Donc, on va vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est Microsoft PureView. Bah, bon, ça va une petite se présenter rapidement. Arnaud? Ok, bah donc moi je suis Arnaud de Tamerman, donc je suis directeur associé et CTO de la société Prise, qui fête ses 10 ans cette année, qui est Joyeux spécialisée anniversaire. en, merci, qui est spécialisée en business intelligence sur tout ce qui est environnement Microsoft et aussi en data d'une manière plus générale, voilà, sur d'autres écosystèmes, dont voilà, BigQuery, des choses comme ça. Et pour ma Voilà. part, Alexandre Demilly, donc je suis le gérant cofondateur de Wakers. Nous, on a 5 ans. C'est aussi notre anniversaire. Bon C'est anniversaire. notre anniversaire le mois dernier. Et donc, on est spécialisé sur les sujets Microsoft. Ça va de la cybersécurité au déploiement, à l'adoption des solutions Microsoft. Et puis, ben, super content. Et puis, pour la petite histoire, Trick nous a aidé à démarrer au tout début. Donc, super content d'animer ce webinaire avec toi, Arnaud, et puis ben, on y va, Nazak. Tout à fait. Plaisir partagé. Alors, tu vas nous parler de Purview. Purview, donc Purview, Microsoft aime bien fonctionner en écosystème, hein. Vous connaissez l'écosystème Office 365 pour le collaboratif, vous connaissez peut-être l'écosystème Entra pour la partie identité, l'écosystème Defender sur la partie détection et réponse. Et ben, il y a un écosystème qui est dédié à la protection de la donnée, à la protection, à la gouvernance, à la conformité de la donnée. Et cet écosystème, c'est l'écosystème Microsoft Purview. Donc Microsoft Purview, on y retrouve 3 grandes thématiques. On y retrouve une thématique qui touche à la sécurité de la donnée. Donc la sécurité de la donnée qui va nous permettre de découvrir la donnée, de la classer, de prévenir les fuites de données avec la notion de DLP, d'analyser les risques internes et même d'avoir des mesures de protection adaptatives en fonction du niveau de risque interne que l'on représente. Donc plus le niveau de risque est élevé, plus on va apporter des contraintes sur la récupération de données, sur les accès, etc. On va parler aussi de gouvernance de la donnée, et ça on va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. On va pouvoir également découvrir, construire un catalogue de données, on va pouvoir analyser la qualité de la donnée, l'intégrité de la donnée, et puis mettre en place une politique de gestion des accès. Et puis il y a tout un pan conformité, alors il faut choisir si renoncer, hein. On a dû faire des choix, cette partie-là, on va moins la développer aujourd'hui, puisque par souci de temps, où là, c'est plus des sujets de conformité réglementaire. Je veux être certifié ISO 27001, je veux mesurer qu'est-ce qu'il me faut pour cela dans mon écosystème Microsoft 365 ou autre. Donc, je veux faire de la découverte, de l'audit sur un départ difficile, par exemple. Je veux envoyer des communications à mes collaboratifs sur des enjeux de conformité. Je veux gérer le cycle de vie de ma donnée. Je veux avoir une notion d'enregistrement sur ma donnée. Donc, toute cette partie conformité fait également partie de l'écosystème Purview, mais c'est une partie qu'on développera moins aujourd'hui. Et ces 3 briques, ce qui est intéressant et pourquoi on présente à deux, au-delà du fait qu'on s'aime bien avec Arnaud, euh, c'est que on va retrouver ces thématiques-là à la fois sur un aspect qui est piloté plutôt par Wakers, sur un aspect documentaire, email, collaboration. On va retrouver également tous ces aspects-là sur un aspect qui est plutôt lié à la base de données et la data, donc là qui est la spécialité de Prise. Donc on s'est dit, allez, on va réunir ces deux mondes qui sont, très, qui ont tendance à être assez séparés. Souvent, on vous parle soit de l'un, soit de l'autre. Bah, nous, on a pris le pari de vous parler des deux et de trouver et de mettre et de définir une stratégie globale qui inclut à la fois la partie data et la partie documentaire. Alors, Voilà, ce ça qui- reste- ce qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'effectivement, comme disait Alex, on est vraiment à la croisée des chemins de deux mondes, puisque, alors, en gros, le produit s'adresse aussi bien au Chief Data Officer qu'au RSSI, d'accord? Dans un contexte de grosse entreprise. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que ça s'est construit de manière empirique et il y a bien plusieurs offres Microsoft qui ont fusionné pour donner naissance à Microsoft Purview. Ça, voilà, ça vient donc de deux univers différents. Et c'est ce qui fait un petit peu à la fois la richesse et la complexité de mise en œuvre de cette offre. C'est que vraiment, on adresse à la fois le fait de répertorier la data et les documents et le fond documentaire en général, et le fait de le sécuriser. Voilà. Donc c'est ça un peu Donc, nous, on a pris le pari de réconcilier tout le monde et puis d'avoir une démarche globale. tout à fait. Alors, je précise un point, là, les micros sont coupés pour la durée de la présentation. On fera une session de questions-réponses
réponse à la fin, donc notez vos Ouais. questions et puis d'un point de vue logistique, c'est plus facile de faire tout en même temps. Donc on prendra les questions à la fin. Donc voilà. Et donc pour illustrer ce côté où on essaie de rassembler un truc qui n'était pas du tout au début et qui l'est de plus en plus, mais qui ne l'est pas encore totalement, le licensing, c'est un bon exemple du côté que c'est pas encore totalement rassemblé. C'est que tout l'écosystème Purview sur l'axe plutôt documentaire, collaboratif, email, etc. va être dans la stack Microsoft 365. Donc on a un petit morceau dans E3, ME3 qui va être la classification à la main de l'utilisateur, les stratégies DLP sur l'écosystème cloud. Mais dès qu'on veut faire quelque chose de sérieux et complet, on a vite besoin de rentrer sur un niveau de licence supérieur qui est Microsoft 365 E5 compliance, où là on a tout l'écosystème Purview sur le documentaire et le collaboratif. Qu'on y retrouve ici. On y retrouve le CADB, on y retrouve le DLP pour les points de terminaison, pour le cloud, on y retrouve la classification automatique, la classification manuelle. Voilà, on retrouve l'intégralité des fonctions, de la gestion du risque interne, la découverte de contenu, on y retrouve l'intégralité des fonctions intéressantes pour adresser le sujet sur la partie documentaire. Donc on n'est pas obligé de prendre tout E5 pour faire de la protection de la donnée, mais on doit quand même prendre un morceau de E5 qui s'appelle E5 conformité. Et donc Arnaud, je te propose de nous faire le parallèle avec le modèle de licensing. On met les pieds dans le plat dès le début, on vous parle licence, Ouais. on est très désagréable, on vous parle argent dès le début, Ça, mais on évacue on ce aime bien faire sujet-là. ça. Ouais, on évacue ce sujet-là. Donc, pour vous montrer un peu effectivement qu'on est bien sur deux univers quand même qui se complètent, mais qui sont séparés d'un point de vue licensing. Sur la partie base de données, donc gestion plutôt du patrimoine data. Donc, Alex vous a parlé de Office 365, donc plutôt tout ce qui est patrimoine documentaire, on va dire, collaboratif, donc SharePoint, les documents, tout ce qui est email, messagerie instantanée, etc. Moi, je vais vous parler plutôt effectivement de tout ce qui est base de données, donc gestion des assets data de l'entreprise, donc les bases, tout ce qui est data lake, etc. Là, on est sur un autre mode de licensing. C'est-à-dire que d'un point de vue catalogue, le fait de répertorier la data, on va être plutôt sur un licensing à l'asset, c'est-à-dire que vous êtes facturé à la table ou au fichier. D'accord? Ce qu'on appelle des assets, donc c'est des tables ou des fichiers qui sont dans des bases de données ou dans des data lakes. Et ensuite, en plus de ça, on va avoir une facturation au traitement et notamment sur tout ce qui est, qualité de la donnée puisque là, on comprend bien que du coup, on va avoir des traitements qui vont devoir, pas seulement aller voir les métadatas de l'entreprise, mais qui vont, réellement aller explorer chaque enregistrement et scanner l'ensemble des données de l'entreprise, pour pouvoir effectivement savoir si la donnée est de bonne qualité. Donc tout ce qui est data health management, là, on est facturé au traitement. Et donc, via ce qu'on appelle des Governance Processing Units. Donc, en gros, c'est une forme de capacité de calcul, de capacité d'analyse. Et il y a 3 niveaux, basique, standard ou advanced. Je ne vais pas m'étaler sur ce que contiennent ces différents niveaux, mais sachez que voilà, on va pouvoir effectuer des opérations de différentes complexités en fonction de ce qu'on va choisir comme SKU, basique, standard ou avancé. Et Donc là, surtout, on il y a un est enjeu pour toi de sizing avant déploiement pour maîtriser les évidemment. coûts. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire que là, si on commence à lancer effectivement des analyses hyper poussées en continu, ben, Mm. on va payer très, très cher parce qu'on va Mm. consommer énormément de puissance, hein, ces fameuses Data Governance Processing Units, c'est de la puissance de calcul. Si on décide par contre effectivement de réduire au maximum enfin, ça peut être une variable d'ajustement pour se coller au budget, effectivement, hein. Voilà. Donc globalement, on est facturé donc à l'asset, à la table et ensuite au traitement d'analyse de qualité de données qu'on va effectuer. Voilà pour la partie base de données. Super, bah voilà, maintenant que le sujet licensing est évacué, On a évacué, c'est ça. on va parler un peu sécurité de la donnée et gouvernance. Donc, on va commencer par la partie sécurité. Je te propose de passer à la. Ouais. Donc, le périmètre sur la partie sécurité, donc, comme je vous le disais, on retrouve un peu le noyau dur de la partie sécurité, c'est la classification de données. Donc, la classification de données qui va permettre de classer les données, donner la main à l'utilisateur pour classer sa donnée, documentaire ou même table, ou même base de données, ou bien classer la donnée de manière automatique. Mais c'est le cœur, la classification, pourquoi on voit cet encadré bleu, c'est que c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est qu'en général, la suite, on a tendance à s'appuyer sur la classification
pour la suite du déploiement. Et la suite du déploiement, c'est quoi? Ça va être classification automatique, ça va être de contrôler les mouvements de données. Ou bien déployer des règles de gouvernance sur vos écosystèmes cloud avec Defender for Cloud, par exemple, pour voir les données qui transitent, etc. Donc, le cœur du réacteur, c'est la classification de données, classification à la main de l'utilisateur, classification automatique. La classification automatique peut se faire sur un repository, peut se faire base de mots-clés, base de regex, d'un modèle qu'on va entraîner. Donc, il y a plein de manières de faire de la classification automatique. Moi, les modèles que je préfère, ça reste donner la main à l'utilisateur et le faire en fonction de containers. C'est les modèles que je trouve les plus applicables à date dans les organisations. Donc voilà, et puis après un outillage de détection aussi, donc j'en parlais tout à l'heure et j'en reparlerai plus après, donc je prends une minute pour en parler. On parle de insider risk management, donc ça c'est quelque chose d'assez typique à la solution Purview. En général, on mesure le risque des personnes qui sont externes à l'organisation, on mesure le risque des attaquants cyber. Mais sauf que quand on a un départ d'un collaborateur qui est compliqué, qui sort toute la donnée de l'entreprise, qui sort des données stratégiques et qui s'envoie derrière à la concurrence, ça peut faire autant de mal qu'une cyberattaque, voire même plus de mal qu'une cyberattaque, selon le degré de gravité de la cyberattaque. Donc, souvent, on oublie ce risque interne, on se positionne uniquement sur le risque qui vient de l'extérieur, mais le risque interne, c'est un vrai risque. Donc là, on a un outillage qui nous permet de détecter ce risque interne, de détecter qu'un utilisateur, d'un coup, il se met à télécharger tout un répertoire, chose qu'il ne faisait pas habituellement, que ce répertoire, qui sort toute la data pour le mettre sur une clé USB, ou pour l'envoyer sur un cloud non autorisé. Donc là, on va pouvoir détecter ces comportements et puis agir de manière avec de l'alerting ou agir de manière automatique via des scénarios de blocage, par exemple. Donc là, c'est assez intéressant sur la partie de data, c'est qu'on arrive à mesurer un risque sur les utilisateurs internes grâce à Insider Risk Management. Donc, et à mettre en place des politiques automatisées à ce niveau. Je te propose de passer à la slide suivante. Justement, quand on attaque les sujets Purview, quels sont les risques qu'on cherche desquels on cherche à se prémunir? Un des risques importants, c'est le départ d'un collaborateur. Donc du coup, quelqu'un s'en va, il sort la donnée de l'entreprise. On veut s'assurer que cette donnée soit protégée. La diffusion via un tiers non autorisé, c'est voilà, j'ai un document sensible, soit j'ai fait une erreur dans le partage, soit j'ai une personne qui s'est mise à accéder à une donnée à laquelle elle n'est pas censée avoir accès. Donc voilà, donc la diffusion vers un tiers non autorisé, c'est un autre risque qu'on cherche à couvrir. Et un dernier risque évident aussi, c'est l'exfiltration malicieuse. J'ai un attaquant qui est rentré sur moi ici, il me sort une quantité importante de data. Je veux m'assurer que la donnée qui est sortie, alors idéalement, il ne peut pas la sortir, mais même s'il la sort, je veux m'assurer que cette donnée, la donnée sensible, soit sécurisée, soit safe. Donc, c'est les risques qu'on va chercher à réduire dans ce contexte d'un déploiement de Purview et dans ce contexte de déploiement de la protection de la donnée. Donc voilà, donc je vous ai mis ici une démarche assez standard, assez traditionnelle, qu'on applique sur des déploiements de Purview. Alors, quelques points importants sur le déploiement de Purview. Je vais être je vais y aller un peu fort, mais c'est pas magique. C'est pas rapide, ça prend du temps et ça nécessite des ressources. Si vous pensez, si vous voulez vous lancer dans un projet où vous allez vous dire qu'à la fin du projet c'est fini et que vous n'aurez pas de ressources à y consacrer, vous pouvez oublier ce projet. c'est pas du tout, c'est pas du tout fait pour vous. Vraiment, c'est un projet qui va prendre du temps à se déployer parce qu'il va falloir embarquer tout le monde avec vous. Donc, il va se faire sur plusieurs itérations. Donc là, j'en ai mis 4. Chaque itération, en moyenne, c'est 4 à 6 mois. Et ça, c'est la démarche projet. Après, il faut prévoir le run associé. Donc, vous vous engagez dans un projet de protection de la donnée. C'est pas juste un sujet one shot qu'on va délivrer et qu'on touchera plus après
et qui va vivre tout seul. Ça ne se passe absolument pas comme ça. Voilà, donc un exemple de démarche projet. Le premier sujet, c'est l'identification et d'embarquer les utilisateurs avec nous. Donc, donc en général, sur cette première étape, on va définir les politiques de protection de la donnée. Donc il y a un axe, on va travailler avec le RSSI là-dessus, le DPO, pour définir les politiques, les règles du jeu. On va définir la taxonomie, quels seront les labels, quels seront les items opérationnels que je vais mettre en place liés à cette protection de données. Donc, est-ce que je vais déployer des labels? Quels sont ces labels? Quels seront les cas d'usage associés à ces labels? Donc, label égale classification. Hein. Quelle protection je vais y associer? Et puis, en général, sur une première itération, on donne la main à l'utilisateur. On dit, voilà, on a déployé une classification. L'utilisateur a la main, il peut classer sa donnée. Et après cette première phase, qui dure un peu de temps parce que faut communiquer. On vous attend. Enfin, c'est pas un sujet, c'est un sujet qui n'est pas forcément attendu, donc il faut communiquer pour faire en sorte que ce soit utilisé. Après cette première étape, on a initié la culture de la classification, on a initié la culture de la protection de la donnée, mais on n'a pas du tout adressé le risque. Si on a 5-10% d'adoption, 5-10% des documents qui sont classifiés à la fin de cette étape, ce sera déjà un beau succès. Donc c'est plutôt la deuxième étape qui va venir compléter ça. Une fois qu'on a amené la culture de la classification, on va pouvoir automatiser. On va pouvoir dire, OK, telle base de données, dedans, il y a des informations qui sont confidentielles. Tel répertoire SharePoint, il y a des documents qui sont confidentiels. Et donc, imposer automatiquement une classification par rapport à la sensibilité de la donnée. Et puis, on va pouvoir aussi mettre des recommandations. On va pouvoir détecter, par exemple, il y a un mot de passe dans le document que j'envoie. J'ai mis une recommandation, attention, tu es sur le point d'envoyer un mot de passe, je te conseille de protéger le document, ou je t'impose de le protéger. Tu envoies des données de carte bancaire, tu envoies des données de carte nationale d'identité, tu envoies des données avec un item spécifique chez vous qui a de l'importance, que vous allez détecter dans le corps, dans le document. Donc ça, on va pouvoir amener de l'automatisme, et c'est cet automatisme qui va permettre d'atteindre un chiffre plus avancé que 5% du patrimoine documentaire qu'on a ciblé en phase 1. Ensuite, on a la personnalisation. En fait, vous allez vite vous rendre compte que c'est compliqué d'appliquer la même politique pour tout le monde. J'ai le cas, par exemple, d'un de mes clients qui a un service R&D où ils m'ont dit, en fait, t'es mignon, Alexandre, hein, de me dire de classer à la main mes documents confidentiels, sauf que 99% des documents que je manipule, c'est confidentiel. Donc, est-ce que tu peux pas m'aider à faire autrement? Si, on va. Et en plus, j'ai des règles un peu spécifiques. Je veux que seule la R&D ait accès. Donc, dans ce cas, on crée des règles spécifiques. Et surtout, et super important, et on y reviendra après avec Arnaud, amener une notion de ritualisation avec le métier. Si tout le sujet de la protection de la donnée, de la classification de la donnée, que ce soit sur les bases de données, sur les documents, etc., repose sur la DSI ou sur l'équipe sécurité, c'est mort. Ça va, vous allez le déployer, vous atteindrez peut-être un bon premier niveau, mais ça va faire que descendre. Donc il faut absolument impliquer les métiers ou les référents dans la démarche et s'assurer que, une fois que le projet est déployé, sur la phase de run, il y a les bons référents qui sont impliqués dans la démarche et qui s'assurent que ce qu'on a déployé vive dans le temps. Et la dernière partie, alors on peut l'adresser plus ou moins tôt dans la chaîne, là je l'ai mis en dernier, une fois qu'on a classé nos documents, une fois qu'on a classé nos containers, etc., on va s'intéresser plutôt au mouvement. Donc j'ai un document qui est confidentiel, qui part sur une clé USB, est-ce que c'est un mouvement qui est autorisé ou pas? J'ai un document qui contient des informations sensibles, qui part vers un cloud non autorisé, est-ce que c'est un mouvement qui est autorisé ou pas? Et donc là, je vais pouvoir agir, je vais pouvoir soit bloquer, soit sensibiliser, soit alerter. Donc là, on va s'intéresser plus au mouvement de la data qu'à la protection de la data en elle-même. Donc voilà un exemple de démarche que vous pouvez répliquer en l'état, que vous pouvez personnaliser. Dans chaque contexte, on personnalise par rapport aux enjeux, par rapport à ce qu'on veut faire, mais voilà un peu dans quel ordre on peut imaginer faire ça. C'est passionnant, c'est beaucoup de boulot. Le résultat, on vaut le coup, mais il y a beaucoup de boulot.
il y a du boulot. Moi, ce que je note, pour résumer, c'est, il y a 3 points. C'est le premier, c'est qu'effectivement, il faut un gros sponsoring au départ. Je pense que c'est des Ouais, projets qui ont de sens que s'ils sont poussés fortement, notamment par une direction générale. Ce que je note aussi, c'est que ça implique des gros changements d'un point de vue culturel. C'est-à-dire il faut faire passer le fait de alors, on va le voir après, le fait de cartographier la donnée et les et la documents classe L. Mm. et la classe et le fait de classer, il faut faire passer ça dans la culture d'entreprise et au quotidien. Et je note enfin que c'est des projets qui n'ont pas de fin. C'est-à-dire que le but, Mm. encore une fois, ça ne marchera que si c'est pérenne dans le temps. Parce que si vous le faites en one shot, bah, forcément les données de l'entreprise, c'est quelque chose qui vit en permanence, hein. Il y a des nouveaux documents, il y a des nouvelles bases de données, des nouveaux enregistrements tous les jours, et des fois par milliers. Donc enfin, vous ne pouvez pas faire autrement que de faire vivre ce sujet-là, le plus longtemps possible, enfin, indéfiniment. Et c'est la condition du succès pour moi de ce type de démarche. Hein. Et pour faire vivre, il faut déléguer à animer. Voilà, Donc, on va j'ai en dit que parler la après. DSI, Mhm. si la DSI, si ça repose uniquement sur la DSI ou l'équipe data ou l'équipe sécurité, ça ne marchera pas. Oui, mais il faut quand même que ces personnes-là jouent un rôle d'animation. Donc, Tout à fait. ça ne veut pas dire sur la phase de run, ils ont quand même un rôle à jouer, mais ça ne peut pas reposer que sur ces personnes-là. C'est là où ces rôles-là ont un rôle après d'animation plus qu'un rôle d'exécution. Tout à fait. Alors, on va parler un peu classification intégrée, Du coup, voilà, Office. on a jugé plus simple de vous mettre des captures que de faire des démos en live et l'effet démo, on n'aime pas ça en plus. Donc, voilà. Donc la partie, sur la partie classification, vous allez avoir ça va être intégré aux outils de votre quotidien. Donc, vous allez pouvoir classer vos mails, vous allez pouvoir classer vos documents, tout ça à l'intérieur des documents Office. Et vous allez pouvoir aussi classer du PDF. Donc, classer du PDF via l'explorateur, via Adobe, et puis d'autres types de documents via l'explorateur de fichiers. Mais l'idée, c'est que ce soit le plus intégré possible, et c'est la force de Microsoft là-dessus. C'est, je vais demander à mes utilisateurs de classer, très bien. On sait que déjà que ça va être une culture différente. Ben, il faut que ce soit le plus intégré possible à nos outils du quotidien. Donc voilà, sur la partie documentaire, collaboratif, c'est intégré totalement aux outils. On a l'exemple ici sur PowerPoint, on retrouve nos labels, on a l'exemple sur Outlook pour le web, mais on retrouve ça sur toute la chaîne, on trouve ça dans SharePoint, on trouve ça un peu partout, on retrouve nos labels un peu partout. Donc les labels de sensibilité, ça, on peut les définir au départ, hein, dans la On les politique, c'est ça, définit on choisit, et ils sont applicables. Donc, dans notre politique de sécurité, c'est là-dessus qu'on va travailler. Et après, on va la décliner opérationnellement parlant dans nos outils. OK. Par Ensuite, container, moi, du coup, vous sur l'avez compris, un sujet qui me tient à cœur, c'est la protection par container. C'est de dire, OK, ce répertoire-là, je parlais de ma R&D tout à l'heure, mais c'est exactement ce qu'on a fait pour eux. On a dit, ce répertoire-là, il y a 99% de données sensibles. Est-ce qu'on ne peut pas pousser à 100%? Et donc, du coup, on a pris le container, on a mis un label dessus, et automatiquement, tout ce qui est dedans va hériter de ce label. Donc ça, c'est un moyen très efficace d'automatiser la classification de données. C'est pareil, totalement intégré aux outils. Soit via des politiques de labeling automatique, soit directement dans l'interface. On peut même déléguer ça à l'utilisateur via les interfaces. On peut le faire de manière centralisée avec des politiques d'auto-labeling, mais je vais pouvoir classer tout le contenu d'un document, d'un répertoire, d'un container. Donc ça peut être un site SharePoint, ça peut être une équipe Teams, ça peut être un filer, ça peut être aussi, et on va le voir, une base de données juste après. voilà, donc typiquement, on parlait de base de données dans Microsoft Fabric, donc qui est voilà, la data platform poussée par Microsoft. On va avoir le même principe, de détection et de positionnement de labels de sensibilité. Donc là, typiquement, on a, bon là, ça a été fait de manière automatique, c'est-à-dire qu'il y a, on a une pop-up directement on imagine sur une base de données ou un répertoire d'un data lake ou quelque chose comme ça, dans lequel on a dit, bah, attention, là, il y a quelque chose qui ressemble à des numéros de carte de crédit. Et donc, on suggère à la personne qui va opérer donc la partie sécurité de poser un label sensibilité en disant, attention, là, il y a, voilà, dans le workspace de Mona, il y a quelque chose qui ressemble à
un libellé de carte de crédit, donc je te propose de le mettre en confidentiel, mais voilà, tu as la main. Ce qui est intéressant, c'est que, on va retrouver alors hop, ici, je sais pas si on zoome là, ouais, on voit bien. Dans la partie du coup, à partir du moment où on va poser un label de sécurité, notamment, ben, sur un répertoire dans les caous ou quelque chose comme ça va être automatiquement, hérité, par toute la partie, voilà, comment, voilà, par tous les éléments qui accèdent, à ce répertoire. Donc là, dans le data lineage qu'on voit ici, qui est aussi une fonctionnalité de Microsoft Fabric, on voit que du coup, les éléments sous-jacents et notamment tous les rapports et cetera qui vont interroger en fait cette source de données, seront aussi tagués avec le même niveau de sensibilité. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que finalement, on est un peu dans un principe de one security. On va définir la sécurité à la source, la sensibilité sur la source de données on n'aura pas besoin ensuite de nous-mêmes, venir, préciser que les rapports et les traitements sous-jacents ont le même niveau de sécurité, hein. Et ce qui est intéressant aussi, ce qu'on voit on voit des petits boucliers là. Ouais. De toute façon, on le voit je vais en parler aussi sur le truc d'après. Donc, il y a des labels sur lesquels il n'y a pas ce petit bouclier. Il y a des labels sur lesquels il n'y a pas le cadenas sur le bouclier, pardon. Et il y a des labels sur lesquels on voit ce petit cadenas. Ce petit cadenas veut dire qu'il y a des mesures de protection associées. Donc, sur un Mmh. document, typiquement, ça se concrétise comment? Si mon document, je le classifie confidentiel, automatiquement, je vais avoir un chiffrement qui va s'appliquer sur le document et ce chiffrement, il va être associé au fichier. Ça veut dire que si on reprend tout à l'heure, comme les cas de risque qu'on citait tout à l'heure, départ d'un collaborateur, l'utilisateur s'en va, il récupère les documents, il a récupéré des documents sur lesquels qui sont classés confidentiels, sur lesquels il y a une protection, sur lesquels il y a un chiffrement. La notion importante, c'est que pour déverrouiller ce document, pour déverrouiller ce chiffrement, je dois présenter une identité valide, une identité qui a les droits d'accès. Donc, du coup, la personne qui s'en va, elle a beau récupérer tous ces documents. À partir du moment où vous allez désactiver son compte, elle ne pourra plus présenter une identité valide. Et donc, du coup, elle ne peut plus présenter une identité valide, donc elle ne peut plus accéder aux documents. C'est comme ça qu'on va se prémunir du risque l'utilisateur s'en va, il part avec de la donnée, le malware me récupère de la donnée, je diffuse à un tiers qui n'est pas censé accéder. C'est grâce à l'identité qu'on va faire ça, et au chiffrement. Donc derrière certains niveaux de confidentialité, souvent on démarre au niveau confidentiel, on va mettre une protection associée, un chiffrement associé, c'est ce chiffrement qui va être la clé de voûte pour derrière se protéger des scénarios de risque qu'on a cités précédemment. Donc ça c'est vraiment important. Et après, on peut avoir des tas de choses derrière. On peut avoir du marquage sur le document. On peut avoir de la prévention de fuite associée au label. Enfin, on peut avoir des tas de configurations de sécurité derrière, mais le chiffrement, c'est un peu la pierre angulaire du sujet. Parlons mouvement de données maintenant. Donc, on a parlé classification, maintenant on parle de mouvement de données. Un exemple de stratégie. Alors, on peut faire des tas de choses sur le mouvement de données. On peut contrôler le contenu de documents, etc. Moi, je vous parle de ce que je déploie le plus et de ce en quoi je crois le plus. Puisque, comme je disais, on peut faire des tas de choses sur des mots-clés, sur des regex, etc. Maintenant, j'ai encore jamais vu quelqu'un, quand j'arrive dans ce contexte-là, qui me dit attends, bouge pas, j'ai tous les mots-clés sensibles de l'organisation sous la main, là, je l'ai dans mon cahier, là. Je vais te les donner, comme ça on fait des règles, et je connais les règles de tout le monde dans l'organisation. Ça n'existe pas. Donc, pour moi, ce qui marche le mieux, c'est donner la main à l'utilisateur pour qu'il classifie, et puis après s'appuyer sur cette classification pour mettre des règles en place. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire ici sur les mouvements documentaires, c'est dire, OK, c'est du public, je m'en fiche du mouvement documentaire. C'est de l'interne, je m'en fiche du mouvement documentaire. C'est du C2, là, les mouvements documentaires et les mouvements de données en général m'intéressent. Donc là, si le C2 il est partagé à l'extérieur, j'informe l'utilisateur, je lui dis attention, tu es sur le point de partager une donnée sensible à l'extérieur de l'organisation. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais et puis, il va devoir justifier son envoi. Donc ça, c'est une possibilité. Sur le C3, là, on est sur du secret, on est encore un niveau au-dessus. Là, je peux le bloquer. Je peux le bloquer et lui demander une justification. Je peux mettre des alertes admin aussi. Je peux dire, OK, je t'ai demandé 5 fois ton avis, mais tu m'as sorti 5 données confidentielles en moins d'1 heure.
et à chaque fois, tu m'as mis un message pourri en justification en me disant, en mettant juste un OK. Bon, là, il y a potentiellement un truc qui se passe. J'ai besoin que l'équipe sécurité investigue. Donc voilà, sur chacun de ces mouvements documentaires, je vais pouvoir choisir soit de bloquer, soit de présenter un message à l'utilisateur, soit de lui demander de justifier le mouvement de la donnée, et également, sur certains seuils, alerter l'équipe sécurité sur le fait qu'il y a quelque chose, il y a une fuite de données qui est une potentielle fuite de données qui est en train de se produire dans l'organisation sur de la donnée qui est considérée comme sensible. Donc voilà la logique. Comment ça se matérialise d'un point de vue expérience utilisateur? Donc pareil, on va faire le parallèle entre le documentaire et la partie base de données. On peut commencer par la partie documentaire, si tu passes à la slide suivante. Donc sur la partie documentaire, toujours pareil, intégré aux outils, intégré à Windows. Donc dès lors que je vais me retrouver dans ce mouvement documentaire que j'ai présenté précédemment, donc là, j'ai un mail avec une présentation confidentielle, je la partage à une personne extérieure avec une adresse Gmail. C'est un mouvement sur lequel mon organisation me demande une justification. Donc je dois justifier ce mouvement documentaire. Je partage, donc là c'est une présentation Clusir, je partage cela à un membre du Clusir qui a une adresse Gmail, par exemple. Donc ça permet de justifier cet envoi. Et puis encore une fois, si cette opération se répète dans le temps, je peux avoir en back-office des alertes administratives. Ce qu'on voit sur la gauche, qui est plus sur le point de terminaison. Là, ce qui est intéressant sur le DLP pour les points de terminaison, c'est qu'on va pouvoir voir les mouvements documentaires qui partent du point de terminaison. Donc, j'ai un fichier sur mon PC, il part vers une clé USB. Qu'est-ce que je fais? Je bloque. Donc là, ici, je bloque. J'ai un fichier sensible qui est sur mon PC, qui part vers un cloud non autorisé, un Dropbox. Qu'est-ce que je fais? Je bloque, je demande une justification, etc. Donc, je vais pouvoir vraiment contrôler tous les mouvements qui partent du PC, qui partent du cloud vers l'extérieur et définir une stratégie, soit de bloquer, soit de demander une justification. C'est ça l'enjeu de DLP. Et Arnaud, je te propose de nous faire le parallèle avec ce qui se passe côté fabrique. Ouais. Dans Fabric, on a un autre exemple effectivement de policy, Data Loss Prevention Policies. Donc là, on voit quelqu'un effectivement qui crée un nouveau lakehouse dans Fabric et qui va importer un CSV. Et dans ce CSV, en fait, on va détecter automatiquement qu'il y a de la donnée sensible. Donc là, ce qui est bien, c'est que voilà, directement, il voit effectivement qu'il y a quelque chose qui ressemble à des numéros de carte de crédit. Et donc, immédiatement, en fait, dès le chargement de la data, donc c'est vraiment la protection by design à la racine, on va avoir du coup une alerte en disant attention, tu es en train de charger quelque chose qui ressemble à un numéro de carte de crédit. Donc, automatiquement, je viens poser, moi, un label de sensibilité by design. Voilà. Donc, et je viens alerter éventuellement des personnes qui sont en responsabilité qu'on est en train de charger de la donnée qui devrait être sécurisée. Donc là, l'idée, c'est d'avoir, alors évidemment, tout ça, c'est des traitements, hein, du coup, ça implique qu'on surveille, en fait, qu'il y ait des traitements qui soient posés sur les chargements de données, hein, donc, mais en tout cas, ça permet de faire en sorte qu'on sécurise la donnée, non pas a posteriori, on n'est pas obligé de faire une review et de se dire, bon, bah là, régulièrement, je dois faire des audits pour essayer de détecter s'il n'y a pas des choses sensibles qui se baladent de manière non sécurisée. Non, là, on a automatiquement des policies qui permettent de classifier la donnée dès qu'elles sont injectées dans le data lake ou dans une base de données. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les data loss prevention policies. C'est des choses qui peuvent se paramétrer hein, par les autorités responsables de la sécurité. Voilà un peu pour... Donc là, on a beaucoup parlé sécurité. On a parlé de choses qui sont plutôt voilà, du domaine du RSSI. Mais pour pouvoir sécuriser la donnée, il va falloir avant la gouverner, donc la répertorier, la cataloguer. Donc là, on va plutôt parler gouvernance de données. Donc on met un pied dans l'autre univers qui est plutôt, alors dans notre cas, de la responsabilité du Chief Data Officer. Comment est-ce qu'on va pouvoir cataloguer la donnée pour pouvoir ensuite, effectivement, la répertorier, la sécuriser et détecter ce qui est sensible ou ce qui devrait être labellisé. Alors, on a, nous, une approche dans Purview au niveau base de données qui s'appuyait sur une notion de data map.
Ça veut dire que déjà, on va avoir un composant qui s'appelle Unified Catalog et qu'on va présenter après, qui va permettre effectivement de cartographier en fait toute la donnée de l'entreprise. Donc là, je parle bien du patrimoine data, c'est-à-dire des bases de données relationnelles, de tout ce qui est big data, data lake, etc. Et donc, on va avoir une notion de data map qui va permettre donc de venir scanner en fait l'ensemble de ce patrimoine data pour ne pas avoir à le cartographier entièrement manuellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des actions manuelles et parce que vous allez voir qu'effectivement, une fois qu'on a cartographié, c'est bien gentil, mais il va falloir surtout documenter et gérer qui accède à quoi, etc. Donc, il va y avoir d'autres tâches, mais la première chose, c'est on va pouvoir automatiser en fait à large échelle le fait de cartographier, d'aller introspecter en fait toutes les sources de données, qu'elles soient on-prem dans des applications SaaS ou dans du cloud, d'accord. On va pouvoir aller poser des sondes pour savoir en fait quel est le patrimoine data et pouvoir l'inventorier, d'accord. Donc aujourd'hui, alors on s'appuie sur une espèce de framework qui est basé sur de l'open source qui s'appelle Apache Atlas, voilà, qui est en gros le projet Apache de cartographie qui permet d'aller sonder de la donnée pour pouvoir la cartographier. Et qui a été ensuite réintégré dans Purview et qui a été effectivement amélioré et enrichi, hein. Donc on va avoir un certain nombre déjà de connecteurs vers des sources de données d'entreprise. Donc ça peut être des bases Oracle, des bases SQL Server, du Teradata, des choses comme ça, mais aussi des choses qui sont plutôt orientées cloud ou big data, comme du Fabric, du Databricks et éventuellement des choses qui sont stockées chez des clouders tiers. Voilà, il y a pas de limite en fait. On va aller poser nous des sondes et ces sondes, en fait, vont pouvoir poser aller scanner en fait toutes les données pour pouvoir poser la première base de ce qui va être votre data catalogue. Alors, pour faire cela, pour gérer, on va dire, la gouvernance de données, il y a 3 approches. Celle de gauche qui est une vision centralisée de la donnée, c'est-à-dire bah, finalement la personne qui est en responsabilité de cartographier et de sécuriser cette donnée, bah, elle va tout gérer parce que c'est la personne qui est la plus sensible au fait de faire ça correctement. Elle sait exactement quelle politique elle souhaite, quelle politique de gouvernance et de sécurisation elle souhaite appliquer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur une personne ou un service unique qui va tout gérer. Alors, le gros problème de cette façon de faire, la vision centralisée, c'est qu'effectivement, la personne sait exactement quelle politique elle souhaite appliquer. Par contre, d'un point de vue agilité, bon, bah là, c'est la cata parce qu'on se rend compte assez vite que finalement, chaque service a ses propres données. Donc déjà, pour avoir connaissance de tout le patrimoine data, c'est très compliqué. Cette personne-là va souvent passer à côté du fait même de l'existence d'une base ou d'un dossier. Et ensuite, la quantité de travail, on va voir, à effectuer est bien trop importante pour une personne ou un service unique. Donc en gros, le chief data officer qui gouverne tout, c'est pas possible. Enfin, ça ne marche pas. À droite, on a à l'opposé la vision décentralisée qui est de dire, bon, bah, finalement, tous ceux qui produisent de la donnée, chaque service, chaque utilisateur est responsable de sa propre data. Et donc, bah, c'est lui qui va s'occuper voilà, on leur délègue complètement le fait de cartographier, de documenter, de sécuriser. Et ils le feront un peu avec les outils du bord. Donc là, c'est la vision plutôt anarchique, la version décentralisée. C'est que du coup, effectivement, bah, la responsabilité est totalement distribuée. Par contre, voilà, chaque personne fait à sa sauce. Donc ça ne fonctionne pas non plus. On a des personnes qui vont être très sensibles au fait de faire ça correctement et des personnes qui vont passer complètement à côté ou alors qui vont ignorer, des sujets très importants comme la qualité de données ou des choses comme ça. Donc là, on a beaucoup d'agilité, mais pas de vision, on va dire pas de responsabilisation, unifiée, on va dire. Donc le meilleur modèle aujourd'hui, celui qui est adopté, massivement, c'est le modèle fédéré. C'est-à-dire qu'on a effectivement une personne comme le Chief Data Officer ou les RSSI qui vont être sensibles au sujet, au fait de cartographier et de sécuriser, l'information, mais ils vont être amenés à déléguer, à responsabiliser en fait. Donc c'est eux qui vont distribuer, en fait, ça va être de la délégation distribuée, aux producteurs de données. Et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est, finalement le modèle qui fonctionne le mieux, c'est de responsabiliser les personnes qui produisent la data. Donc il y a un paradigme à faire comprendre, hein, à faire passer dans les entreprises. Vous produisez de la donnée, vous en êtes de facto responsable. Alors bien évidemment, pour faire passer ce changement,
je disais tout à l'heure, il faut un haut niveau de sponsoring parce que, bah oui, d'un point de vue change management, il y a du travail. Mais néanmoins, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors pour implémenter, nous, d'un point de vue gouvernance de données, ce modèle-là, voilà, aujourd'hui, on essaie de sensibiliser et de mettre en place, de s'appuyer notamment sur les architectures qu'on appelle des architectures data mesh au niveau gestion de la donnée en entreprise. Qu'est-ce qu'une architecture data mesh? Première chose, c'est une architecture de données décentralisée. C'est-à-dire que l'idée, c'est on est bien conscient qu'on a différentes puits de données avec tout n'est pas dans une base unique, on a différentes puits de données qui sont réparties dans l'entreprise. D'autre part, on va organiser les données, comme on disait, par domaine d'activité, marketing, vente, services commerciaux, etc., services financiers, blablabla. Le but, c'est de dire, on délègue la propriété aux producteurs de jeux de données. Vous produisez la donnée, vous en êtes propriétaire de facto, mais du coup, vous en êtes aussi responsable. Sur quel point de vue? Ben déjà, on va essayer de faire passer on va définir d'un point de vue centralisé la politique de gouvernance des données et on va ensuite indiquer aux propriétaires de la donnée qu'ils doivent appliquer cette gouvernance. D'accord? C'est de leur responsabilité. Sur quels axes on essaie de jouer? Eh bien, sur 3 axes. Le premier, c'est tout ce qui est documentation, d'accord? Le fait que la donnée soit facilement compréhensible et qu'elle soit, que le reste de l'entreprise puisse l'utiliser, de manière pertinente, d'accord? L'autre point, c'est la qualité de données. C'est votre responsabilité que la donnée soit qualitative. Si jamais vous avez de la merde, des enregistrements enfin voilà, mal rapprochés, des codifications qui n'ont pas de sens, c'est votre problème, c'est pas le problème de l'utilisateur. Et l'autre dernier point auquel Alex sera très sensible, c'est la politique d'accès. C'est votre responsabilité de choisir qui a accès ou pas à la donnée. Et on verra que pour ça, on a quelque chose de particulièrement pertinent dans PureView, puisqu'on va pouvoir faire des demandes d'accès et on va pouvoir consentir au nom de l'accès à la donnée. Et ensuite, évidemment, ce sera aussi votre responsabilité de sensibiliser, de labelliser la donnée sensible. D'accord? Voilà. Donc, l'objectif de tout ça, c'est de garantir l'utilisation des données en libre service dans toute l'organisation. D'accord? Alors, concrètement, une architecture data mesh, comment ça s'implémente? Alors, on va voir après la distribution des rôles, hein. Je précise tout de suite, il y a plusieurs rôles, mais dans une petite entreprise, on s'est quand même adressé ces sujets-là. On n'a pas besoin d'être 150 pour forcément adresser tous les rôles dans le détail. Il y a des personnes qui vont pouvoir endosser plusieurs rôles simultanément. En gros, le but, on essaie encore une fois d'adresser quoi? Les sujets de gouvernance, de sécurité et de compliance. Pour ça, on a tout en bas donc nos assets, c'est-à-dire notre patrimoine de données, les bases de données, encore une fois, tout ce qui est magasin big data, le magasin de stockage, les data lakes, etc. Tout ça, en fait, on va essayer de les organiser en 2 points. La notion de data product. Donc là, on comprend bien que on n'est plus seulement sur une base de données, une table, on est sur un produit de données. Et qui dit produit dit client. Donc vous avez vos utilisateurs qui vont venir toquer à la porte pour pouvoir utiliser vos produits de données. Chaque table, chaque fichier est visible potentiellement, ou ensemble de tables, ou rapports, est visible comme potentiellement un produit que vous allez exposer à vos clients. Et vos clients, c'est les autres services. Donc on va avoir une espèce de maillage. Et donc ça veut dire que les produits de données, on va les organiser, on va les structurer dans des domaines, des data domains. D'accord? Ça peut être un service, mais ça peut être aussi autre chose qu'un service. D'accord? Ça peut être des projets, ça peut être des programmes. Voilà. C'est la notion de domaine, en tout cas, c'est important, regroupe un ensemble de produits de données dont vous avez la responsabilité et que vous allez exposer à d'autres utilisateurs, à d'autres clients. Donc tout ça, en fait, on va créer une espèce de maillage très puissant et c'est bien le maillage qui fait la richesse de l'architecture. On va retrouver 4 types de rôles, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que systématiquement, c'est des personnes différentes. On va pouvoir des fois endosser plusieurs rôles. Tout en haut, on a la notion de data consumer. Donc, c'est la personne qui va vraiment venir toquer à la porte pour consommer la data et qui va venir effectivement dire, bah, moi, je souhaite, j'ai besoin de tel fichier, de telle table, de telle notion, de tel asset. Tout en bas, à l'inverse, on a le Central Data Office. Donc, ça peut être le Chief Data Officer, mais ça peut être d'autres personnes. C'est des personnes qui vont vraiment définir la politique de gouvernance de la donnée. Qu'est-ce comment on souhaite l'exposer et c'est quoi vraiment la politique inhérente à l'entreprise. Cette politique, elle va être mise en place à 2 niveaux.
Le data owner, donc c'est celui qui va effectivement dire, bah, je suis responsable de la donnée sur mon périmètre. Donc je suis par exemple data owner des ventes, je suis data owner marketing ou ressources humaines. Et donc je choisis de ce que j'expose et de ce que j'expose pas. Et lui, et donc il va appliquer la politique de gouvernance qui a été dictée par le Central Data Office. Pour ce faire, il va s'appuyer sur des data stewards, c'est-à-dire là plutôt des personnes qui vont être opérateurs de la donnée et qui vont devoir assurer 3 rôles. Donc, comme on disait, le fait de documenter correctement, le fait donc d'assurer la qualité de données, c'est-à-dire c'est eux qui vont intervenir quand il va y avoir des remontées négatives sur des données non qualitatives. Ils vont devoir faire des choix pour corriger le tir. Et la troisième, ça va être le fait effectivement de consentir ou pas les accès de la donnée à des tierces personnes. D'accord. Voilà un peu l'idée. Alors toi, Alex, d'un point de vue, donc là, on voit un peu d'un point de vue base de données, hein, donc plutôt patrimoine data, chief data officer, comment on opère. Et toi, on C'est va dire collaboratif. collaboratif, comment vous faites Bah, c'est le pas même pareil. modèle? C'est pas pareil. Ce serait trop simple. C'est pas pareil parce qu'on est sur de la donnée un peu plus non structurée, un peu plus volatile, on n'a pas cette structure de table, de base de données, etc. On est sur de la donnée qui est, voilà, alors on a quand même cette notion de groupe. Donc, ce qu'on va pouvoir faire côté documentaire, côté collaboratif, c'est qu'on va pouvoir découvrir la donnée de la même manière que tu l'as. On va pouvoir découvrir directement la donnée et son contenu. Donc là, on va parler de requêtes e-discovery, on va parler de recherche de contenu, etc. pour y chercher des données sensibles, voilà, on va également, donc ça, on va pouvoir se positionner au niveau du document. Et surtout, ce qui va faire office, là où on peut trouver un élément de comparaison, ce qui va faire office de table sur la partie documentaire, c'est plutôt les groupes. Donc on va Mm. retrouver des groupes Office 35, on va retrouver des SharePoint, etc. Et donc là, on peut répliquer quand même une organisation un peu similaire où voilà, tu crées une équipe Teams, tu en es propriétaire, il y a une personne qui est en charge de dire, OK, mon équipe Teams, elle a une durée de vie qui est de 6 mois, donc de la renouveler ou pas, d'être garant de la Mm. donnée qui est dedans, de s'assurer que la donnée, s'il y a de la donnée confidentielle dedans, ben, de s'assurer que la donnée confidentielle est bien, la confidentialité de la donnée est bien impliquée dans ce repository-là. Donc on peut quand même retrouver ces similitudes, mais plutôt au niveau du groupe Office 365 versus les tables pour toi ici. Mm. Donc on n'a pas ce même modèle nous, le responsable de la data, c'est plutôt le DPO. Mm. On retrouve aussi le RSSI qui a un rôle à jouer sur les politiques de sécurité. Et puis après, on a les responsables métiers de la donnée. Et c'est ces responsables métiers-là, si on boucle un petit peu avant dans la présentation, qu'on va responsabiliser sur la partie run, sur la partie classification de données, par exemple. C'est eux Mm. qui doivent instruire les rituels, refaire un mapping de la donnée et surtout de mes repositories de données et s'assurer que la classification est bien définir quel est mon glossaire documentaire, enfin quel type de document je manipule, quels sont les types d'informations sensibles, est-ce que la protection est bien appliquée, etc. Donc nous, on va plutôt se positionner à ce niveau-là, au niveau équipe. On retrouve un peu une logique assez similaire en fin de compte. D'accord, ok. Alors nous, l'intérêt, c'est que, on va le montrer après, tout ça, tous ces rôles-là sont endossés dans Purview, by design. C'est-à-dire que Ouais. réellement, on fait toute la gouvernance avec Purview. Elle assure la gouvernance en transverse de tout le SI, toute la data du SI. Ah, on est d'accord. Donc, nous, sur cette Euh, partie-là, ce sera moins pure view, ce sera plus Entra ID en fin de compte avec les Ce sera notions plus en de centre ID, ouais. access review, entitlement management qui permet de créer des pools de ressources, de le déléguer à un métier, de faire des revues d'accès, etc. Donc voilà, nous, sur cette partie documentaire, et c'est pour ça que j'ai pas fait de slide sur le sujet ici, c'est que sur cette partie gouvernance des repositories documentaires, on va plutôt être dans une brique qui est dans la partie identité, identité et gestion des accès, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, de gestion des accès. Ok. Donc encore une fois, ces rôles-là, vous n'êtes pas obligé de les distribuer à 50 000 personnes. Par contre, ils doivent être endossés. C'est-à-dire que toutes les Mm. responsabilités qui sont sous-jacentes, et c'est le seul moyen, et ils doivent être endossés dans le temps. C'est-à-dire que c'est le seul moyen pour que le projet et l'implémentation de Purview chez vous fonctionne, c'est que vous ayez bien défini la responsabilité et que ces responsabilités soient réellement assumées. Alors, d'un point de vue interface, on va regarder un petit peu comment ça se présente. Donc là, on est vraiment dans la partie qu'on appelle Unified Catalog, hein, donc la partie Data Catalog, donc la partie plutôt base de données, orientée base de données, patrimoine data, pas la partie collaborative dont vous parlez, Alex, avant. On va retrouver deux éléments. Le premier, c'est donc on est sur un portail, hein, on est sur le portail de Purview ici par défaut, et donc on va avoir une première brique
qui va plutôt être relative à la cartographie de données, et on va voir après, qui va permettre de gérer tout ce qui est identification technique de tous les assets et paramétrage. Et une autre partie qui est data catalogue, qui va plutôt là être consommée par le data consumer. Donc les personnes qui vont venir interroger la donnée et qui vont chercher de l'information, qui vont chercher à exploiter vos data products. Donc la première chose qu'on va retrouver ici, dans la partie data map, c'est le fait déjà de organiser correctement nos différents domaines. Donc on va avoir ici effectivement donc là c'est le central data officer, donc c'est plutôt le chief data officer qui va venir configurer en fait quelles sont les entités, quels sont les domaines qui vont être visibles directement dans Purview, hein. Donc là, on vient configurer réellement ce qu'il y a de plus haut niveau, c'est-à-dire la notion de domaine. Une fois que les domaines sont identifiés, on va venir identifier les sources de données. Donc là, les data sources. Donc c'est là où on va venir en fait paramétrer toutes les chaînes de connexion vers toutes les bases, tous les répertoires du data lake possible pour pouvoir ce qu'on appelle lancer des scans, c'est-à-dire faire la partie cartographie. Donc on imagine que là, on va avoir on va venir paramétrer donc des chaînes de connexion vers vos bases, Oracle, Teradata, etc. Ou dans le cloud, hein, et donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de connecteurs techniques qui sont fournis avec Purview. Et on va automatiser en fait le fait de scanner la data et de découvrir donc ce qu'on appelait les assets. Donc les assets, c'est les tables, c'est les fichiers. D'accord. Donc réellement, quand je vous disais tout à l'heure, on est facturé à l'asset. Les scans vont découvrir plein de tables, vont découvrir plein de fichiers, donc des puits de données. Et ensuite, c'est ça ensuite qui va servir à construire en fait votre data product, c'est-à-dire derrière une table, derrière un ensemble de tables, derrière des dossiers, derrière des rapports, on va venir définir la notion de produit de données qui va être utilisé exposé à vos data consumers. OK. Donc, on va avoir des scans, hein. C'est ça qui est important de comprendre. Vous ne devez pas vous-même référencer l'ensemble de des tables et des bases manuellement. Et ça fait une grosse différence avec ta partie à toi côté collaboratif. Ensuite, donc, une fois qu'on a référencé ces assets, donc on est venu, on va dire, définir nos produits de données. Côté data consumer, on va avoir la possibilité de découvrir, donc là on est côté data catalogue, on n'est plus côté data map, on va avoir la possibilité de venir interroger et découvrir ces assets, ces produits de données par deux biais. Soit directement par la notion de data product, donc là on est plutôt sur un utilisateur métier qui va pas vraiment chercher à voir quel est le type de ressources. Est-ce qu'on est sur un fichier dans Databricks ou est-ce qu'on est dans une table dans SQL Server? Lui, il s'en fout en fait. Lui, ce qu'il veut juste voir, c'est une vision plutôt métier. Donc il faut du coup, on va devoir avoir des glossaires, des termes associés, des mots-clés qui vont devoir être correctement renseignés. Parce que lui, en fait, c'est la vision métier qui va l'intéresser. Il va faire des recherches, on va le voir après, plutôt par mots-clés. Ensuite, on a une autre possibilité, c'est d'avoir une vision par ressource de données, c'est-à-dire par asset. Donc là, on est plutôt sur des utilisateurs techniques. Ça peut être des data analystes, ça peut être des data engineers, ça peut être des professionnels de la donnée qui vont, eux, directement aller non pas chercher la notion métier, mais plutôt chercher directement l'asset technique. Je veux attaquer une table dans laquelle j'ai la liste des produits, par exemple. Voilà. Donc on peut attaquer par ces deux biais-là. Si on prend par exemple la vision data product, là on voit dans le catalogue de données, on va venir rechercher des produits de données avec des requêtes directement en langage naturel. Donc là, typiquement, donc on voit ici que l'IA générative va forcément venir à notre et copilote, hein, notamment, va venir à notre rescousse. Là, ici, typiquement, la personne dit j'ai besoin des informations sur les régimes alimentaires. On imagine dans une boîte qui peut-être traite voilà, de tout ce qui est relatif à la nutrition ou qui commercialise des produits de grande distribution. De grande consommation sur le domaine alimentaire. Donc, il fait une requête en français et le système dit j'ai trouvé un data product qui s'appelle Health and Menu and Food qui potentiellement peut répondre à ton besoin. Donc là, on va voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va dans le détail du data product, donc là, c'est l'écran qu'on voit ici, on voit bien, alors, déjà le data product, on va juste regarder, il a un statut, hein, il est opérationnel, donc ça veut dire qu'il est en fonction, et il contient 12 assets, donc potentiellement 12 tables ou 12 ou des rapports ou des tableaux ou des fichiers
peu importe, mais en tout cas, il contient une douzaine d'assets. Et ce qui est important, vous voyez, c'est que surtout, il y a une description en français qui est correctement renseignée, mais aussi dans d'autres langues, au cas où la recherche se ferait avec d'autres langues. Il a un propriétaire qui est identifié hein, ici directement à ce niveau-là. Donc ça veut dire que le propriétaire est clairement identifié, donc c'est la personne qui est en responsabilité, c'est le data owner. Ok. Il appartient à un domaine de gouvernance. On a la possibilité de s'abonner aux produits de données, donc d'être averti lorsqu'il y a des changements. On est informé de sa fréquence de mise à jour, quand est-ce que les assets ou le produit de données sont upgradés. Et ensuite, on va pouvoir avoir même des scores de disponibilité, des niveaux de qualité de données, des actions en cours, etc., etc. Et surtout, évidemment, une documentation associée. Hein. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va pouvoir aussi, au niveau de ce data product, faire une demande d'accès. Donc, ça veut dire que le data owner, il va pouvoir définir un formulaire pour dire, bah, OK, le data consumer qui veut accéder à ma source de données, il va devoir faire une demande via un formulaire que je vais définir et je vais pouvoir lui octroyer ou non l'accès aux produits de données, c'est-à-dire aux éléments sous-jacents, les tables, les rapports, les modèles analytiques, etc., etc. Donc voilà un peu pour la notion de data product. Si on va encore dans la couche du dessous, c'est-à-dire que là, vous avez vu qu'il était marqué dans ce data product, il y a 12 actifs de données, donc 12 assets. Eh bien, on va pouvoir lister ensuite, une fois qu'on a les accès, on va pouvoir lister les différents assets. Donc là, ça peut être, comme je vous disais, des rapports dans Power BI, ça peut être des tables dans un data lake, ça peut être des tables dans des fichiers CSV, etc., etc. Et lorsqu'on va cliquer sur un asset, eh bien, on va avoir du coup le détail de cet asset et c'est à ce niveau-là où on va commencer à rentrer dans les notions de sécurisation, de classification. Hein. Vous voyez que vous avez ici donc la liste des colonnes et pour chaque colonne, on attend une description. D'accord? Donc ça veut dire que le data steward, il y a pas mal de travail. Et on attend aussi une classification. Donc là, ce n'est pas le cas ici, parce qu'on n'est peut-être pas sur des données sensibles, mais potentiellement, ces données vont être taguées comme sensibles. Et on va même très très loin. Donc là, vous voyez qu'on est sur une table qui est dans Azure Databricks. On va même très très loin puisque le système de scan va même permettre parfois d'avoir carrément tout le linéage, le data lineage de l'asset. C'est-à-dire, on vient ici, du coup, voir tout le cycle de vie de l'information qui ont permis d'alimenter cet asset, qui est donc ici tout à droite, hein, la table Diner Price. Donc, on imagine qu'il y a eu des traitements qui se sont appuyés sur d'autres traitements, qui se sont appuyés sur des données sources. Donc là, c'est super intéressant parce qu'on peut voir, du coup, répondre à la fameuse question qui est souvent posée par nos utilisateurs en BI. Quand j'ai un rapport avec un KPI ou une donnée ou un tableau, c'est bien beau là, mais d'où ça vient? Voilà. Bon, d'où ça vient, là, ce data lineage permet de répondre à cette fameuse question de d'où ça vient. Voilà. Donc ça fait partie de là, ce que je vous montre évidemment, on est plutôt de la partie consumer, hein, donc on imagine qu'il y a un gros travail pour paramétrer tout ça. Ça fait partie de tous les éléments voilà, qu'on va pouvoir avoir à notre disposition pour pouvoir exploiter ce data catalogue et cette vision data mesh. Alors, comme je vous disais, il y a un gros travail de documentation, de description, de tagage, etc., etc. Alors, on a plusieurs possibilités. Évidemment, le data steward va être responsable de ce travail, donc il va en faire une partie à la main. Mais on n'est pas forcément obligé de partir de zéro. Aujourd'hui, grâce à Copilot, qui est intégré à Purview, on va pouvoir accélérer la génération de la documentation en produisant potentiellement une partie de cette doc automatiquement via donc l'IA générative, donc via ChatGPT intégré à Purview. L'idée, c'est pas. Donc, ça implique évidemment que les choses soient bien nommées, les tables, les noms des fichiers, les noms des colonnes, le contenu éventuellement. L'idée, c'est pas de tout produire. Évidemment, Copilot ne sera jamais aussi pertinent que vous, enfin en tout cas pas encore, que vous, propriétaire de la donnée, que vous, utilisateur métier, pour savoir ce qu'il y a dans les assets et ce qu'il y a dans les data products. Par contre, ça peut vous aider à avoir une base de départ pour dire, Copilot produit une première version de la documentation et donc il va peut-être répondre de manière pertinente à 20, 30, 40, 50% du sujet. Et puis, ce qui n'est ensuite, forcément, il y aura une review de la part des data owners et des data stewards pour arriver à rendre ça vraiment pertinent jusqu'au bout et être sûr qu'il n'y a pas de trou dans la raquette et que Copilot n'a pas à taper à côté d'une notion d'un mot-clé important dans le cadre de votre métier. Voilà un peu l'idée.
Alex, Je pense on peut s'arrêter là. Il est midi. Alors, j'ai présenté déjà un morceau de démarche projet. Après, tu peux quand même passer la slide juste après. C'est la dernière. ouais, C'est un projet qui peut paraître, c'est une montagne, hein, si on vise c'est un gros sujet. l'objectif final, ça peut être vu comme une montagne à gravir. Mais dans les faits, la vraie manière d'adresser ce type de projet, c'est d'y aller étape par étape. C'est de commencer par des choses qui sont accessibles. C'est de démontrer des résultats de manière régulière. Donc voilà, c'est là où on peut vous aider, on peut vous partager les retours d'expérience qu'on a sur le sujet, mais globalement, ramper, marcher, courir, c'est vraiment la bonne approche. C'est applicable dans plein de contextes, mais là, pour ce type de projet qui peut à première vue apparaître comme complexe, comme long, etc. Dans les faits, on arrive sur des cycles itératifs à démontrer des résultats de manière régulière, à faire avancer le sujet pour atteindre l'objectif final, qui est de protéger sa donnée, qui est d'identifier sa donnée, de gouverner sa donnée. Donc voilà. Il est midi pile. Si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Donc, Si, mais c'est parce qu'on est bon, Alex. Bien c'est- sûr, tu le sais. s'il y a certaines personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à les poser dans le chat selon comme vous souhaitez. Et sinon, bah, je vous remercie d'avoir participé à cette session. J'espère que ça vous a plu et je vais vous souhaiter à tous un bon appétit. Pareillement.